Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Gamers Voice. On est en live sur Facebook et sur Twitch pour parler, comme vous pouvez le voir, de modélisation 3D. Et je suis aujourd'hui avec Alexandre. Alors Alexandre, alors je ne sais pas si je peux dire que tu es un spécialiste ou un expert. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme que tu veux qu'on emploie. Alors, dans mon terme actuellement, je suis artiste junior en character design. Ok, donc Alexandre est un junior. Ah ouais, Et, en fait, c'est junior, c'est moins de 2 ans, 2 ans ou 3 ans d'expérience dans une boîte professionnelle. Ça peut être 3 ans maximum, 2 ans si tu as travaillé sur des grosses prods, en fait. Ok. Bah écoute, je suis avec Alexandre et en fait aujourd'hui on va parler de modélisation 3D. On avait déjà fait quelques petits lives à ce sujet. Tu avais d'ailleurs participé avec nous lors de notre événement la Geekscon en le fin juin. Où on avait parlé modélisation 3D et tu étais même un petit peu resport. On parle aussi de manga avec je vous remercie d'ailleurs tous les deux d'avoir participé. Et pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions à poser. Là, on est en live, donc on pourra toujours les reprendre. Sinon, la vidéo, elle sera mise aussi en replay sur Facebook, sur Twitch, et elle sera disponible aussi sur YouTube. Alors, bon, déjà, avant qu'on commence, évidemment, je souhaite la bonne année à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous regarderont. Je te souhaite la bonne année à toi aussi. J'espère que ça se passe bien de ton côté, que cette année 2021 a bien commencé et que tu es déjà prêt à partir en juillet, août, je ne sais où, à la plage peut-être. Ah non, je travaille, moi, désolé. Bon, bah, c'est pas grave, hein, mais il y en a parmi nous, je pense, qui nous regardent et qui auront envie peut-être de partir. Alors, revenons à nos moutons. Alors, modélisation 3D. Ben voilà, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux déjà juste peut-être expliquer concrètement c'est quoi la modélisation 3D de manière assez simple pour que les gens voient un petit peu ce que c'est, même si évidemment avec tous les jeux vidéo et tous les films qui existent maintenant on sait un peu ce que c'est, mais voilà, de ton point de vue d'artiste junior, quel est-il? Alors, bah c'est simple en fait, la 3D, comparé à la 2D, c'est simple. La 2D, c'est quelque chose qui se délimite en 2 axes, l'axe Y et l'axe Z sur un plan orthonormé. La 3D, en fait, rajoute un 3e axe, d'où le terme 3D, l'axe Z. Donc la 2D, c'est juste sur un point X, Y, qui sont donc hauteur et largeur, alors que la 3D, il y a l'axe profondeur en plus. C'est ce qui rajoute le volume. Ok, super. Alors peut-être en même temps que nous parlons, tu pourras sans doute faire des petites démonstrations sur une partie de l'écran que les gens peuvent voir. Oui. Alors, est-ce que tu connais justement un petit peu l'historique de la modélisation 3D? C'est quoi un peu les grandes dates qu'il y a eu pour ce domaine? Alors, moi qui suis dans les années 90, j'ai surtout connu beaucoup de consoles de ancienne gêne, quoi, donc la 2D en pixel art. Je crois que la 3D est arrivée assez tôt, en fait, hein, mais c'était pas encore parfait. Il y avait par exemple la Jaguar qui avait essayé de simuler de la 3D à l'époque, mais c'était juste en fait une simulation de 3D isométrique avec des animations en 2D, ce qui donnait très mal à la tête d'ailleurs. La profondeur n'était pas respectée. Mais je crois que la 3D est vraiment arrivée avec l'arrivée de la PlayStation et du support CD qui permettait plus de capacité que les cartouches faites par Nintendo à l'époque. Donc ça devait être à peu près en 97, je crois, elle est arrivée la PS1, si je ne me trompe pas. Alors la PS1, c'est plutôt les années 94-95. Mais en France, elle est sortie. Après, oui, en France, c'est 96 ou 97, le temps que ça arrive. Et effectivement, il y avait des jeux en 3D. Ça a les été premiers. Et il y a peut-être le Mario 64, je pense, de Nintendo 64 qui
Exact. C'est vrai que la 64, je crois qu'elle était sortie avant, ou à peu près en même temps que la PS1. Je ne me souviens plus très bien. J'ai eu, moi, la PlayStation avant la 64. Donc, pour moi, la PlayStation est arrivée avant la 64. Mhm. Mais les dates exactes, je pourrais pas te dire, vu que j'ai une très mauvaise mémoire des dates. Bah, en France, en tout cas, oui, les deux consoles, c'est plutôt, on va dire, deuxième partie des années 90. Mm. Et effectivement, il y avait la PlayStation 1, la Nintendo 64, il y avait aussi la Saturn 2. Exact. J'avais C'était à peu oublié près Sega. les trois consoles. Et oui, beaucoup de gens oublient que Sega fabriquait des consoles avant. Ben, malheureusement, c'est vrai qu'après l'échec de la Dreamcast, que je n'ai pas trop compris, j'ai essayé de suivre l'historique, mais je n'ai pas trop bien compris l'échec. Mais c'est vrai que... Alors, si tu veux, je peux te l'expliquer de manière extrêmement rapide, Vas-y. puisque ce n'est pas le sujet de notre vidéo, mais si jamais des gens, voilà. En fait, c'est juste que suite à l'échec de la Saturn, Sega se lance dans une nouvelle console, donc il y a la Dreamcast, qui est une console 128 bits, Mhm. donc qui était la plus puissante au moment où elle est sortie. Elle est sortie en 1998 et normalement en 2002, je crois qu'ils ont arrêté la production. Il y a C'est eu à ça. peu près 5 millions d'exemplaires vendus. Moi, j'ai deux exemplaires d'ailleurs de la Dreamcast. J'en ai une en couleur et une en noir et blanc. Ah, pas Et mal. ouais, c'est assez drôle. Et donc en fait, le principal échec normalement de la Dreamcast, c'était le fait que la la PlayStation c'était sur des CD-ROM et Sega en fait eux ils sont partis sur un truc qui s'appelle les GD-ROM, donc qui est un autre format. Et comme en fait Oui. tout le monde, tous les développeurs eux ils partaient sur développer des jeux qui vont être utilisés sur CD-ROM, puisque avec l'arrivée de la PlayStation, si tu veux, ça a tué un peu les cartouches. Et c'est le CD-ROM en fait qui a remplacé le moyen de lecture. En fait, tous les studios et tous les développeurs sont partis sur créer sur du CD-ROM. Et donc, Sega avec la Dreamcast n'a pas eu suffisamment de jeux à proposer. Puis c'était surtout au final des jeux de la maison Sega avec quelques autres, voilà, qui ont développé des trucs, mais ils n'ont pas pu développer suffisamment un catalogue suffisamment intéressant, puisque c'est aussi le catalogue qui fait la valorisation d'une console. La PlayStation 1 et la PlayStation 2, c'est surtout leur catalogue qui les ont fait fonctionner, quoi. Et Bah oui. donc, ben voilà, Sega avec la Dreamcast, même si la Dreamcast, tu avais un modem intégré, donc tu pouvais déjà jouer sur Internet dans le début des années 2000. Bah, malheureusement, s'il n'y a pas suffisamment de jeux, parce qu'au final, c'était il y a 5 ou 10 jeux emblématiques, si tu veux, sur Dreamcast, et tout le reste, c'est voilà. Et donc, ça a tué la console. Et D'accord. donc, voilà, ça c'était le petit côté machin. Et donc, la modélisation 3D, ben pour en revenir là-dessus, pour toi par exemple, voilà, c'est quoi un petit peu ton parcours de modélisation 3D aussi? Comment est-ce que toi tu as appris? Alors moi, j'ai appris en études, à la MGM Graphic Design, où on nous donnait vraiment les bases solides de l'animation 3D, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment c'est arrivé un peu sur le marché et tout ça. Mais après, vu que c'est un domaine très artistique, il faut savoir que c'est un truc où on peut se former soi-même. Il n'y a pas forcément d'études ou de parcours prédéfinis comme pour le collège ou le lycée ou pour certains emplois, enfin certaines formations où il y a des choses concises à respecter. C'est un domaine très artistique qu'on peut travailler soi-même en fait. Mhm. Euh, et quand tu vas dans une école, on va surtout t'apprendre les choses à faire, à ne pas faire et comment un peu t'aiguiller sur les process de création, par exemple, d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation. Et après, le reste, c'est toi qui l'apprends un peu Mhm. de ton côté, quoi. C'est un travail très personnel, en fait. Ok. Ouais, je sais que tu me disais que toi, tu avais beaucoup appris via des tutos YouTube, par exemple. Tuto YouTube, dessins d'observation, essayer de réfléchir un peu par moi-même et tout ça. En fait, je vais citer un exemple tout bête qui m'est arrivé il y a pas si longtemps. Quand je faisais mes visages, en fait, parce que je travaille beaucoup l'anatomie et les visages parce que c'est quelque chose de très important, j'avais toujours ce problème de création des paupières des yeux, en fait, où je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Je me disais, mais c'est bizarre, en observant et tout ça. Pourtant, je comprends le principe d'un œil, une sphère, deux peaux et donc une forme. Mhm. Mais je faisais des erreurs en fait toutes bêtes. Et à un moment comme ça, tu observes un truc et tu
t'as un claque qui vient que ça fait oh, mais je sais, c'est pour ça que ça marchait pas. Et après, c'est vraiment du travail sur soi en fait. Hein. C'est vraiment un travail très personnel et un investissement très personnel. Ok. Alors pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit exemple de quelque chose, alors soit quelque chose que tu as déjà créé, soit nous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut créer quelque chose en modélisation 3D. Et je vois qu'il y a du monde qui nous regarde, donc si jamais vous avez des questions à poser, que ce soit sur, je sais pas moi, l'histoire, les études ou des conseils de modélisation 3D, n'hésitez pas à les poser dans les chats, on pourra toujours revenir dessus. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous montrer? Alors, je vais montrer un de mes premiers gros projets que j'ai fait où je commençais à étudier un peu la 3D, à me personnaliser dans le character design. C'était un projet qu'on avait que j'avais avec ma conjointe, où on voulait essayer de créer un jeu vidéo de combat. Aujourd'hui, le jeu est tombé un peu à l'eau parce que c'était un trop gros travail. Notre codeur est parti travailler, il n'était plus disponible. Donc, le jeu est tombé un peu dans l'oubli, mais ça restait un projet très conséquent parce que ça m'a permis de travailler l'anatomie, les vêtements, tous les objets que peuvent transporter les personnages et les concepts d'animation et tout ça. Donc, je vais vous monter ça tout de suite sur mon petit écran. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Alors, on voit ton écran. Oui, on voit. Il n'y a pas de souci. Alors, le concept art avait été fait à l'époque par ma conjointe. On voulait créer une espèce de pêcheuse professionnelle en mélangeant une femme et Schwarzenegger. Le jeu devait être très loufoque. On voulait créer des personnages très loufoques en s'inspirant de certains clichés, de certains, on va dire, a priori et tout ça des personnages. Et donc les pêcheurs, vu que il y a des pêcheurs professionnels ancrés sur des sièges et tout, et on s'est dit, il faut quand même avoir une force colossale pour pêcher, quoi. Et on s'est dit, on va faire un personnage disproportionné au niveau de la musculature, un peu comme Schwarzenegger. Et donc, ma conjointe a créé le concept art, et après, j'ai commencé à attaquer la modélisation. Donc là, on peut voir alors on appelle ça un model sheet, hein, donc un personnage vu de face, profil, dos, trois quarts, ou des fois juste face, profil, trois quarts. Tout a été fait sur le logiciel de sculpture ZBrush. Une fois que le personnage avait été sculpté, donc on peut voir donc le personnage, les vêtements, les armes qu'il peut y avoir en dessous, hein, donc la canne à pêche, le harpon, et une espèce de double lance avec des ancres de bateau, quoi, qui rappelait le côté maritime un peu. En fait, c'est ça, la création d'un personnage doit toujours... quand on voit le personnage, on doit se dire « je comprends qui c'est », quoi. Si on devait représenter un boucher, ce serait une personne un peu en bon point, avec un tablier et tout ça, un couteau de boucher, quoi, des choses comme ça, quoi. Bah là, il fallait qu'on représente le ciré, les boîtes d'appât, les chaussures de pêche qui permettent d'aller dans l'eau et tout ça. Et après, les objets, ben voilà, pour la pêche, c'est une canne à pêche, c'est des harpons, les ancres, ça rappelle la mer et tout ça. Une fois que le personnage avait été finalisé, ben on a commencé à attaquer la rotopologie. Alors, la rotopologie, c'est un terme très technique. En fait, si vous voulez, quand un personnage est créé sur ZBrush, ce qui est bien avec ZBrush, c'est qu'on peut monter très haut dans les polygones, ce qui va permettre de rajouter du détail sur votre personnage. Donc, les polygones, ce sont soit des carrés, soit des triangles qui vont servir à créer des personnages en 3 dimensions. Mais le problème, c'est que, comme on peut le voir, et là je vais citer l'exemple phare d'aujourd'hui, c'est que des projets conséquents comme Cyberpunk ou des choses comme ça qui demandent beaucoup de ressources, les consoles ne pourront pas forcément suivre s'il y a trop d'informations sur le personnage. Chaque information est calculée en temps réel et demande beaucoup de ressources. C'est pour ça que certains appareils demandent des cartes graphiques conséquentes, quoi. Et donc, ce qu'on fait pour diminuer cette demande de ressources, on va refaire un maillage de notre personnage avec d'autres logiciels, et c'est ce que vous voyez là à l'écran, c'est-à-dire que si je remontais en haut et que je devais montrer le maillage, ce serait catastrophique. Il y aurait des tonnes de petits carrés partout sur chaque...
il y aurait plus de petits carrés que de pores sur la peau, en fait. C'est ça. Mhm. Et donc, nous, on diminue ce nombre de carrés en faisant quelque chose de très, on va dire low, en fait, donc diminué au niveau du maillage pour que les consoles ou les ordinateurs puissent l'afficher simplement. Et ce qui génère le volume, ce sont des textures. Des textures, ce sont donc des... comment je pourrais expliquer ça? Des textures, ce sont des couleurs, des maps, des choses à plat, en fait, qui vont être en 2D, qu'on va appliquer sur un modèle 3D. Donc, pour expliquer ça tout simplement, quand certains chasseurs, ils mettent à plat les peaux de bêtes, c'est ce qu'on fait avec nos objets en 3D, c'est-à-dire qu'on va créer des coutures, on va ouvrir à certains endroits, on va mettre tout ça à plat, on va commencer à peindre, donc rajouter de la couleur pour la peau, pour les vêtements et tout ça. On va générer d'autres maps, donc des maps, ce serait traduit par carte, mais j'ai pas de traduction plus juste en fait. Ce sont des maps donc qui vont simuler du volume qu'on va appliquer dans nos moteurs de 3D et qui vont, comme vous pouvez le voir à gauche, il n'y a rien. C'est un modèle sans aucune texture, sans aucune map. On voit juste le polygone à nu en fait. Et en rajoutant ces maps, on peut voir, tiens, j'ai l'impression que le biceps sort vraiment, j'ai l'impression que les plis sont réels et tout ça, quoi. J'ai l'impression que chaque creusure dans l'encre existe aussi. Le fait de rajouter la map, donc en fait, c'est ce qui donne la vie, si tu veux, à ta modélisation. C'est ça. Si je comprends bien. C'est ça, en fait, parce qu'on va pouvoir rajouter plein de maps. On va pouvoir rajouter la map de normal, donc qui va simuler du volume. On peut rajouter de la displacement map. C'est plus compliqué et ça demande beaucoup de ressources aussi parce que ça simule du polygone et du volume et généralement c'est catastrophique au rendu. On va mettre des maps qui vont simuler le métal, par exemple, que ce soit brillant, mat ou des choses comme ça. On va rajouter des maps qui vont rajouter un peu ce côté un peu rugueux sur le pantalon ou des choses comme ça. Toutes les informations sont générées par des maps, en fait, par des maps de textures en fait, et d'informations qui vont simuler toutes ces informations en fait. Alors, j'en profite. Il y a une question sur Twitch. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, hein, voilà, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je vais d'ailleurs prendre une question d'Alexandre. Alexandre. Bonjour mon homonyme. Donc il te pose la question, pourquoi ZBrush et pas un autre logiciel comme Blender ou Mesh Mixer? Alors, Blender permet de sculpter, hein, c'est vrai, mais ZBrush a été à la base prévu pour ça. C'est-à-dire que ZBrush a vraiment été fait pour ça au début. C'était de la... Enfin, au tout début, non, ça devait être un concurrent de Photoshop. Mais après, ils ont commencé à exploiter le truc et ZBrush a été créé pour ça. Il y a eu un concurrent qui s'appelait, alors que je dise pas de bêtises, c'est Sculptrice qui permettait ça aussi. Mais d'ailleurs, ZBrush a racheté Sculptrice, donc on peut utiliser Sculptrice dans ZBrush. Comme dit, c'est un logiciel qui a été créé explicitement pour ça et donc qui est le plus développé. Aujourd'hui, là, on est à la version 2021. Il propose au niveau des clouds, des vêtements et tout ça, il permet tellement de choses. Après, Blender est un très bon logiciel gratuit qui fait bien de la sculpture aussi, mais je trouve qu'il n'est pas encore totalement parfait, quoi. Il permet de faire certaines choses et de bonnes choses d'ailleurs, hein, plus que 3ds Max, hein, je vais le dire honnêtement. J'ai jamais utilisé Blender, mais j'ai vu ce que pouvait faire Blender en qualité de rendu, en temps réel et tout ça. Pour un logiciel gratuit, c'est un monstre. Mais pour la sculpture, je privilégie plutôt ZBrush qui est vraiment au top du top par rapport à tous les autres, quoi. Ok. Bon j'espère que la réponse d'Alexandre te conviendra, Alexandre. Et si jamais tu as d'autres questions pour Alexandre, n'hésite pas à les poser. Et si vous avez aussi des questions, hein, voilà. Je te laisse reprendre tes explications sur les maps. Les maps, c'était fini en fait. Hein. C'est vraiment tout a été dit. Après,
Une fois que c'est fini, on peut l'intégrer à un moteur de jeu. Donc ça, c'est un rendu in-game fait sur Unity. Alors pour ceux qui vont poser la question, pourquoi pas Unreal Engine? La réponse va être toute simple, parce que moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris Unity. Unreal, j'ai jamais mis les mains dedans. J'ai vu des modeleurs utiliser Unreal Engine, et Unreal propose beaucoup de bons trucs, honnêtement, hein. Plus que Unity. Maintenant, je mets plus tellement les mains dans Unity parce que moi, comme dit, je suis caractère artiste et pas programmeur ou intégrateur UX ou VX, quoi. Et on a fait ce rendu sur Unity, en fait, et on voit le personnage en temps réel, donc on peut voir un peu de la brillance sur l'encre ici. On peut voir que le ciré est un peu mat, quoi, les boîtes un peu rugueuses, tout ça. Et voilà, en fait, je crois que c'est tout. Voilà. Après, on peut voir sur mon ArtStation le projet final directement sur Sketchfab. Pour ceux qui connaissent, Sketchfab est un site internet qui permet d'intégrer vos créations en 3D et de les voir en temps réel en 3D sur leur site, quoi. Donc voilà. Ok, c'est cool. Et je me souviens dans un précédent live qu'on avait fait, on avait parlé un petit peu, je crois c'était du Seigneur des Anneaux Oui. Ou autre film. Et donc, quels seraient pour toi, je sais pas, les films où on voit un petit peu la meilleure réalisation 3D qui est le mieux réussi? Alors, alors là, j'essaye de me baser, parce que moi, je suis un peu un vieux de la vieille, quoi. J'ai beaucoup vu des vieux films comme Alien et tout ça, quoi. Mais aujourd'hui, en 3D. Pour ceux qui nous regardent, ça se voit pas, mais Alexandre a 120 ans. Voilà. En fait, je suis comme dans Cyberpunk, j'ai plein d'implants, en fait, hein. Tout ce visage et tout ça ne sont pas les miens, mais vous ne voyez pas encore les têtes constructes. Mon chrome n'est pas encore parfait. Non, j'ai beaucoup aimé de vieux films à cause de mon père, qui, lui, était né dans les années 51 et qui m'a plus instruit aux vieux films et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a même 2 films qui ont fait vraiment le taf niveau 3D. Le premier étant Avatar, qui a lancé donc les films 3D, tout ça, hein, parce que je crois que c'était aussi une histoire avec les lunettes et tout ça pour voir le film bien en 3D. C'est ce film-là qui a lancé vraiment tout le truc. Et le deuxième film que je citerai niveau 3D, et surtout avec des références à tous les films d'animation, tous les trucs, tout ce qui a été fait dans la science-fiction et tout ça, c'est le fameux, alors j'essaie de me souvenir de son nom, il a été fait par Spielberg. Les gens vont me haïr parce que j'ai oublié le nom du film. Un film, c'est réalisé ou produit par Spielberg? Là, c'est la question, c'est vrai. Est-ce qu'il a été réalisé ou produit? C'était avec l'Oasis, les gars qui essaient de chercher l'Oasis et de reprendre. Ready Player One. Ready Player One, oui. Voilà. Alors là, niveau 3D, vous avez tout ce qu'il faut. Tout a été fait en 3D, sauf les prises en vue réelle avec les acteurs et tout ça. Mais tout a été fait en 3D. Mais aujourd'hui, la plupart des films utilisent la 3D. À l'époque, c'était des maquettes ou des costumes ou des matte painting. Maintenant, c'est de la 3D à fond, quoi. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui connaîtraient peut-être pas, maquette, matte painting, c'est quoi exactement? Alors, les maquettes, c'est comme son nom l'indique, hein. Je ne sais pas si des gens ont déjà fait ça. C'est, par exemple, dans Star Wars, tous les croiseurs qui ont été faits dans le film, ils ont été faits en maquette. Ce sont des maquettes de plusieurs mètres de long. À l'exécuteur, je crois qu'ils avaient fait une maquette de, 3 mètres ou 4 mètres, un truc comme ça et tout, avec plein de détails. Ils l'ont fait en résine et tout, ils l'ont sculpté. Pareil, dans Alien, la reine Alien, c'est une maquette automatisée, hein. C'est un truc de 2,30 m de haut avec plein de mécanique dedans pour la faire bouger, hein. Et quand on regarde bien le film, on voit que c'est un peu mécanique des fois. Mais bon, pour l'époque, c'était super. Et un matte painting, je vais citer un truc tout bête. Quand vous regardez Le Retour du Jedi, quand vous avez cette espèce de plan un peu vu de au-dessus avec la navette impériale et Vador qui sort et on voit tous les Stormtroopers au garde à vous et les officiers impériaux, tout ce qu'il y a de vrai là-dessus, c'est Vador qui se déplace et la maquette de la navette impériale qui est posée.
Le matte painting, en fait, c'est juste une toile, en fait. C'est une toile peinte par un artiste. Donc tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont en fait des personnages peints. Et tout ce qui est réel là-dessus, c'est Vador et la navette. Avec un fond vert aussi. Hein. Ça commençait aussi à devenir... à l'époque du Retour de Jedi, ça commençait à devenir populaire, le fond vert, quoi, pour les films. Alors, il y a Alexandre sur Twitch qui nous dit que les studios ILM, dont Lucasfilm, pour les effets de Ready Player One en majorité. Peux-tu répéter ce qu'il a dit? J'ai eu un petit bug. Il a dit les studios ILM, donc Lucasfilm, ce sont ceux qui se sont occupés des effets spéciaux de Ready Player One en majorité. Bah, en même temps, il faut pas oublier que Lucas et Spielberg, ils sont copains comme cochons. Hein. Donc, ça m'étonne même pas, quoi. Non, mais c'est vrai. Ils sont très potes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on regarde Ready Player One, il y a un peu des références à l'un et à l'autre. Hein. Il y a eu King Kong, il y a eu le T-Rex, il y a eu des choses comme ça et tout, quoi. On voit que ils se renvoient un peu la balle, quoi. Et quand on regarde des fois des films de Spielberg ou des films de Lucas, il y a toujours un petit clin d'œil, quoi, à l'un et à l'autre. Oui, bah après, ils font partie de la team Barbu. Donc, quelques producteurs-réalisateurs qui se font des trucs les uns avec les autres. Bah, ils sont un peu de la même génération et mon prof de réalisation filmique les appelait les réalisateurs mangeurs de popcorn. Quand ils étaient jeunes, ils allaient au cinéma, ils commençaient à instaurer cette mode du manger du popcorn pour regarder des films et un peu comprendre comment ça marche, quoi. Alors, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On arrive bientôt à une demi-heure de live. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Pas trop, non. Ouais, le temps, étrangement, s'écoule très vite quand on parle de sa passion. Alors, avant peut-être qu'on arrête pour aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire une petite démo de la réalisation d'un petit truc en live? Bien sûr. Voilà, un truc que quelqu'un pourrait faire chez lui assez facilement. Alors, assez facilement, ouais, ça demande quand même un peu plus de... mais on va essayer. Alors, je vais montrer un truc tout bête avec ZBrush. On va essayer de créer un personnage vite fait, bien fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais tirer un petit cylindre. Hop. On va lui dire que je veux l'éditer, donc que je veux travailler dessus et le transformer en polymesh 3D, donc que je veux travailler dessus en 3D. Mais là, je vais un peu le modifier parce que j'ai besoin de très peu de définition. Boum. Hop. Je vais aller dessus. Je vais juste changer le matériel parce que ce matériel-là, il pique un peu les yeux et il n'est pas top pour travailler les formes. Donc voilà, je vais activer. C'est plus simple comme ça. Comme ça. Je vais retirer ça. Alors. Bon, là, ce que je vais vraiment faire, c'est de la modélisation un peu classique. Peut-être un peu trop gros. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est que je bouge mes formes très bêtement avec des masques ou des choses comme ça. Si j'avais plus le temps, je l'expliquerais, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, je vais être assez vite. Non, je veux juste Polygroup Island. Hop. Je me suis trompé de bouton. Ah, pourquoi il veut pas? Ah, il l'a fait. Très bien. Ah, c'est bizarre ce qu'il me fait. Ça devrait être bon. Donc en fait là voilà, donc vous voyez j'ai un objet très basse définition. Mais si je veux lui rajouter du détail, il faudrait que j'augmente un peu sa définition. Vous voyez ce que j'ai fait avant quand j'ai tiré des masques et tout ça. Il ne peut que faire des masques par rapport aux surfaces visibles existantes. Donc là tout ce que je vais lui dire, je vais dire je vais aller dans la géométrie. Alors là ce que je vais faire c'est un truc pour moi, hein, ça je l'expliquerai
une fois qu'on aura plus le temps. Et là, vous voyez, je vais augmenter la définition. Vous voyez que l'objet il commence à prendre du volume, quoi. Vous voyez qu'avant, c'était très, si je reviens en arrière, polygoné. Là, boum, ça rajoute de la définition. Et à chaque fois que j'augmente, je rajoute de la définition, de la définition, de la définition. Et voilà. Là, vous avez donc un objet très lisse, avec beaucoup de définitions. Hein. J'ose même pas regarder le compteur parce que je pense qu'il va me dire qu'il me déteste. Maintenant, hop. On va prendre un cercle. Oui, c'est parfait. Je vais juste voir s'il fait ce que je veux qu'il fasse. Voilà. Donc, ça, je ne veux pas. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il crée des espèces de déformations. Hein. Ça, je n'aime pas trop. Donc, je vais essayer de corriger ça. Le Dynamesh, ça a été la révolution dans ZBrush. En fait, le Dynamesh, il recalcule sans arrêt. J'ai dit non. Ce serait bien que tu... Voilà. Que tu fasses... Pour faire simple, en fait, bah, ça va être très simple. Page F. Vous voyez là, j'ai plein de petits polygones. Mhm. Donc là, si je dessine un masque, c'est celui-là que je voulais. Je le tire, vous voyez que c'est très déformé. Si je lui dis je veux un nouveau Dynamesh, vous voyez, il recalcule tout. Donc je monte avant, à quoi ça ressemblait. Si je montre après, il recalcule en fait. Et ça a été la bonne révolution pour ZBrush parce que ça permet de toujours tirer des formes, déformer à l'infini et à chaque fois pouvoir recalculer un maillage à peu près potable pour le retravailler derrière. Parce que si, je vais remontrer vite fait, si je tire, après j'essaye de bouger tout ça, vous voyez, je ne peux que bouger ça où il y a beaucoup de définition. Mais les autres où il n'y a rien, il ne peut pas bouger plus que ça. Mais si je recalcule, ben, je peux rebouger tout ça d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Et là, c'est ce que je vais faire pareil pour ça. Hop, hop, hop. CTRL I. Move. Hop. Je les rentre un peu. Je lui dis, recalcule-moi s'il te plaît. Ben là, il a compris. Ah, ok, tu veux quelque chose de plus... Voilà. Tu veux à nouveau de la définition et tout. Et là, pour ça, ben, je peux après venir lui dire, bah, écoute, j'aimerais que ce soit un peu plus clean quand même. Hein. C'est un peu... Et donc, c'est ce qu'on appelle smoother un objet, donc l'adoucir, remettre tout un peu en forme, recalculer. Et si on veut quelque chose de plus... Est-ce que c'est de là que vient l'expression smoothie? le smoothie, comment ça, La boisson, le smoothie. Alors, vu que c'est un truc qui est quand même mixé, pilé, broyé, je me dis... Après, il faut savoir que dans la langue anglaise, un mot peut dire tellement de choses, quoi. Mais je crois que le terme smoothie, c'est pour dire ouais, que c'est doux à boire, que c'est agréable. Après, il se peut que je raconte n'importe quoi. Voilà. Donc, je recalcule des... Maintenant, si on voulait que tout ça soit un peu plus propre, on peut augmenter toujours la définition et venir un peu adoucir. Voilà. Si on voulait lui créer une bouche, ben... moi, je me suis trompé de... Comme ça. Il n'a juste pas compris l'information. Voilà. Ça, hop, boum, boum. Je veux qu'il me le polish un peu. Donc là, j'ai l'impression en fait que tu fais une tête.
Oui, c'est ça, une petite tête vite fait, bien fait. Vous connaissez tous, ou peut-être pas, je sais pas. Qui connaît Monkey Island ici? Est-ce que tu connais Monkey Island, Alexandre? Toi qui nous regardes. Alors, Monkey Island a été un jeu développé par LucasArts, qui est un jeu de click and point où le personnage ne peut pas mourir, dont le héros est le célèbre Guybrush Threepwood. Et alors, je crois que c'est le 3e volet, fait un peu en dessin animé comme ça, où on peut déplacer. À un moment, il faut se rendre sur l'île des cannibales végétariens. Mm-hmm. C'est quand même... voilà. Et pour participer à la fête, en fait, il prend un morceau de tofu où il sculpte dans la tête un espèce de pseudo-visage qui se met après sur sa tête pour participer à une cérémonie, quoi. Et en fait, c'est ce que j'ai à peu près fait, quoi. J'aurais aimé en faire plus, mais comme dit, le temps file. Alors, Alexandre me dit qu'il connaissait effectivement qu'apparemment il a même les jeux sur Xbox. Oui, alors il y a eu le studio qui avait fait The Walking Dead, alors je n'ai plus leur nom en tête, qui avait fait The Walking Dead, les Batman, Telltale, les jeux Telltale, qui ont repris cette licence et qui avaient essayé de faire une suite au 4e opus, qui était Escape from... Non, il y a eu Escape from the Monkey Island. Que je dise pas de bêtises. Il y a eu... Le 3e volet était, si je ne me trompe pas, Curse of Monkey Island, et le 4e volet était Escape from Monkey Island. Alors, Alexandre me dit que le 3 est uniquement sur PC et Mac. Exact. Il a été uniquement fait sur PC. Le 4e volet, qui était justement Escape from Monkey Island, était sorti sur PC, PS2 à l'époque, si je me trompe pas. Ok. Bah écoute, c'est bien, on voit déjà un petit truc. On aura sans doute l'occasion de faire des trucs un peu plus poussés la prochaine fois. On arrive à la fin du live. Moi, je te remercie. Je remercie les gens qui nous ont suivis. La vidéo, elle sera de toute façon mise en replay, donc je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui pourront aussi nous suivre. Et voilà, si jamais vous avez des envies que Alexandre peut-être développe ce qu'il a commencé ou qu'il vous montre comment est-ce qu'il fait un œil, parce que je sais que tu aimes bien faire les yeux aussi. Là maintenant, vu que j'ai passé ce cap, là vu que comme dit, je suis en train de jouer beaucoup à Cyberpunk 2077, je pense que mon prochain gros projet serait d'essayer de créer un autoportrait de moi en mode stylisé et en style Cyberpunk 2077, quoi, avec des implants cybernétiques et tout ça, quoi. Après, est-ce que ce sera tout le corps ou juste un buste? Là, par contre, je ne sais pas encore. Là, je suis en train de bosser sur les dessins, quoi, pour voir où est-ce que je vais. Je me souviens aussi que tu nous avais montré ce que tu avais fait avec un tank en mode Warhammer 40 000. Exact. Si jamais ceux qui nous regardent, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, voilà, on pourrait toujours faire ça. Et donc, oui. Alexandre dit quoi? J'aimerais beaucoup des STL de Cyberpunk 2077 au cas où XD. Alors, j'ai pas tout compris. Il aimerait des fichiers de Cyberpunk. Oui, des fichiers STL, oui. J'ai pas tout compris. Ah oui, c'est sûr que là, le jeu fait beaucoup parler de lui en ce moment. Hein. Enfin. En bien et en mal. Honnêtement, vu que ça va être ma clôture, je pense là-dessus. Le jeu a pris 8 ans. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'une production sur un tel jeu, c'est pas 8 ans. C'est plus des fois. Il faut pas oublier que si je me souviens bien que le Final Fantasy XV, les gars, ils ont commencé à bosser dessus alors que le 14 n'était même pas encore fini. Si je me trompe pas, il aura fallu 15-20 ans pour le faire. Cyberpunk a été un projet ambitieux. Il y a des bugs. Mais pour moi, je trouve qu'au niveau de la dev, que ce soit au niveau de la création des personnages, de l'histoire, de tout ce qu'on peut faire à côté, de l'émotion qui a été mise dedans, hein, parce que les fins, elles arrachent quand même des petites larmes à chaque fois. Le jeu est quand même très bien fait. Il n'a pas été finalisé, mais ça, après, c'était parce que, les gens y râlent parce que le jeu prend trop de temps à sortir. Mais messieurs, dames, je tiens quand même à dire qu'une production de cette envergure, c'est du taf.
Surtout quand on voit le détail qui a été fait, hein, je veux dire, la ville, les véhicules, plus de 120 personnages qui se baladent dans le décor et tout ça, plus toutes les histoires, plus tous les personnages secondaires et tout ça. Il y a les textures à faire, il y a les animations à faire, faut tout coder après pour que ça tourne à peu près bien. Ils l'ont sorti trop tôt parce que je pense qu'il y avait l'équipe marketing qui voulait le sortir au niveau des fêtes pour se faire beaucoup d'argent alors que le jeu n'était pas fini et parce que les gens ils commençaient à s'impatienter quoi. Mais une bonne prod, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On dit dans mon métier que par exemple que pour faire 1 seconde d'animation, il faut 1 heure. Donc imaginez des jeux comme ça qui sont tellement conséquents. Imaginez le taf qu'il y a derrière. Imaginez le taf. Il y a des milliards d'heures. Ouais, c'est ça, ouais. Des milliards. Et je trouvais la fin de ta phrase, imaginez le taf, très bien, tu sais, pour clôturer le live. Écoute, moi je te remercie. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra en refaire un, mais j'espère qu'on pourra en refaire parce que c'est super intéressant. Comme dit, je travaille un samedi sur 2. Là, ce samedi, je ne travaille pas. Donc voilà quoi. Mais si tu veux vraiment refaire des lives, même un dimanche, et prendre un peu plus de temps pour faire quelque chose de plus conséquent, et si des gens veulent que j'essaye de modéliser quelque chose, pourquoi pas. Je rajoute juste une parenthèse. Je ne modélise pas du réaliste. C'est encore ma némésis. Je suis en train de travailler dessus. Pour l'instant, je sais faire que du stylisé. Donc, soyez indulgents. Pitié. Okay. Écoute, on verra en fonction des commentaires que feront les gens. Si jamais il y en a effectivement qui sont intéressés par quelque chose. Ouais. Donc voilà, il y a... si vous avez envie de voir Alexandre se modéliser lui-même ou si vous avez envie de voir un œil, un tank dans Warhammer 40 000 ou je ne sais quoi, voilà, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à commenter évidemment sur le replay de la vidéo pour ceux qui nous regardent. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie encore. À toi aussi. Et on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour une prochaine fois. Et donc, je vais lancer la fin du live avec notre générique de début et de fin en fait. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire pour ceux qui avaient vu. J'espère que tu avais reconnu la musique de Gundam. Malheureusement, je n'ai jamais suivi cette série. Mais elle me plaisait beaucoup. Mais je vais une fois regarder ça parce que c'est aussi une licence qui à l'époque ne me plaisait pas et qui aujourd'hui commence à se relancer avec les figurines et tout ça, hein, même depuis un certain bon nombre d'années. Il y a de la modélisation à faire d'ailleurs avec des Gundam, j'imagine. On avait commencé à en parler avec ma copine et tout ça, de peut-être essayer avec un autre pote qui fait du code, de créer un jeu en mode feuille, pierre, ciseaux, mais avec des Gundam. Mais des Gundam stylisés dans le style Medabot. Écoute, voilà, si jamais vous avez envie qu'on parle de Gundam aussi la prochaine fois, n'hésitez pas. Oui. En tout cas, moi je vous quitte, on se quitte avec le générique, une des musiques de Gundam Seed, plus précisément, et on se retrouve à une prochaine, je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, ciao à tous et salut à toi Alexandre. Salut Lionel et salut tout le monde.あんまり一緒だった